Papa, pourquoi maman était avec tonton Thomas, pendant que tu n'étais pas là? À cet instant précis, ma vie s'est arrêtée. Mon fils, Léo, avait 5 ans, quand, d'une seule phrase, il a détruit tout ce que je considérais comme ma vie. Sans cris, sans larmes, simplement avec sa voix d'enfant, pendant le dîner, entre une cuillère de soupe et un morceau de pain. Aussi naturellement, qu'il aurait pu demander pourquoi le ciel est bleu, ou bien, où va le soleil pendant la nuit. Je me souviens de ce moment, avec une précision chirurgicale. La lumière jaune de la lampe, au-dessus de la table, l'odeur du potage, la fourchette, figée dans ma main, à mi-chemin de ma bouche, et qui n'a jamais fini son geste. Léo me regardait avec un calme absolu, avec une curiosité d'enfant sincère, sans comprendre qu'il venait de dégoupiller une grenade. Céline se tenait devant la cuisinière, le dos tourné. Et voici ce que je retiendrai, jusqu'à la fin de mes jours. Elle ne s'est pas retournée, elle n'a pas dit que c'était des bêtises, elle n'a pas ri, elle n'a pas demandé où Léo avait été chercher cela. Son dos s'est simplement pétrifié, ses épaules se sont soulevées d'1 centimètre, pas plus, et elles se sont figées. Comme une personne qui attend un coup, et qui ne sait pas de quel côté il va frapper. Ce silence a duré, peut-être, 3 secondes. Mais, pendant ces 3 secondes, j'ai revécu une vie entière. Tonton Thomas est venu aider pour la maison, a-t-elle finalement dit, sans se retourner. Sa voix était plate, beaucoup trop plate. Mange ta soupe, Léo. Léo a hoché la tête, et il a pris son pain. Pour lui, le sujet était clos. Pour moi, il ne faisait que s'ouvrir. J'ai terminé mon dîner, j'ai lavé mon assiette, j'ai lu une histoire à Léo, et j'ai éteint la lumière dans sa chambre. Tout cela, je l'ai fait comme une machine, avec précision, avec méthode, sans la moindre émotion superflue sur le visage. Céline m'a observé du coin de l'œil, toute la soirée, et je sentais son regard, aussi distinctement, qu'on sent un regard peser dans son dos. Elle attendait une explosion. Elle se préparait à une scène. Mais, il n'y a pas eu de scène. Thomas Dubois. 22 ans d'amitié. Nous nous étions rencontrés au service militaire. 2 jeunes idiots, dans la même caserne, qui ont d'abord failli se battre pour une place près de la fenêtre, avant de devenir des frères. J'avais été son témoin, à son mariage avec Camille. Il avait été le mien, à mon mariage avec Céline. À la naissance de son fils, j'ai été le premier qui l'a appelé, à 3 heures du matin, ivre de bonheur. À la mort de mon père, il est arrivé 2 heures après mon appel, et il s'est simplement assis à mes côtés, sans dire un mot. C'est exactement ce que seuls les vrais amis savent faire. Quand mon travail a commencé à exiger de longs déplacements, sur des chantiers dans d'autres régions, parfois pendant 2 ou 3 semaines, je lui avais moi-même demandé de veiller sur ma famille. De passer voir si Céline avait besoin de quelque chose, d'aider si un truc tombait en panne, d'être présent. Je lui faisais une confiance absolue, sans réserve, sans l'ombre d'un doute. Maintenant, j'étais allongé dans le noir, à côté de ma femme, et j'écoutais sa respiration. Elle était régulière, apaisée. La respiration d'une personne, qui a la conscience tranquille. Ou bien, d'une personne qui a appris, depuis longtemps, à dormir avec une mauvaise conscience, comme si de rien n'était. J'y ai réfléchi longuement. Elle n'avait pas peur. Voilà ce qui me tuait le plus. Pas le fait en lui-même, bien qu'il me déchire de l'intérieur, mais précisément, ce calme. Cela signifiait qu'assez de temps avait passé, pour que la peur s'estompe. Cela signifiait que c'était devenu une habitude, une partie ordinaire de sa vie, qu'elle avait construite, en parallèle de la nôtre. Proprement, sans faire de bruit. Pendant combien de mes voyages, combien de fois ai-je appelé le soir, tandis qu'elle me répondait, « Tout va bien, Léo dort déjà, ne t'inquiète pas ». Combien de fois est-il parti de chez nous, 1 minute avant mon retour, ou 1 heure, ou un jour plus tôt? Mon cerveau s'est mis à compter, et il ne pouvait plus s'arrêter. J'aurais pu me lever, et faire une scène en pleine nuit. La réveiller, exiger des réponses, frapper du poing sur la table, hurler, pleurer. Tout ce que font les maris trahis dans les films. Une partie de moi voulait exactement cela. La partie qui souffrait. Mais il y avait une autre partie, froide, et silencieuse. Et elle m'a dit, clairement et sans émotion, si tu fais ça maintenant, tu vas perdre. Le scandale, c'est leur terrain de jeu, les larmes, les explications, les promesses.
Et tu finiras par être le coupable, dans ton propre malheur. Non, j'ai fermé les yeux, non pas parce que je voulais dormir, mais parce que j'avais compris, il me fallait du temps. Je devais réfléchir, calmement, avec méthode, sans me précipiter. La douleur n'avait pas disparu. Elle était simplement descendue plus en profondeur. Là où on ne la voit pas de l'extérieur, là où elle pouvait brûler longtemps, sans s'éteindre. En me fournissant le carburant, pour ce qui allait suivre. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai élaboré un plan. Pendant 3 mois, j'ai vécu comme d'habitude. Exactement, comme d'habitude. Et ce fut la chose la plus difficile, que j'ai jamais eu à faire de ma vie. Plus difficile que n'importe quelle mission, que n'importe quel chantier complexe, que n'importe quelle table de négociation impitoyable. Car, chaque matin, je me réveillais à côté de la femme qui m'avait trahi, je la regardais, je disais « bonjour » et je souriais. Sans grimace, sans me forcer. Exactement comme je souriais avant, juste assez, pour qu'elle ne ressente rien de suspect. Céline a attendu l'explosion, pendant les 2 premières semaines. Je le voyais dans ses yeux. Elle me regardait, avec la prudence d'une personne qui marche sur une glace très fine. À chaque fois que je prenais mon téléphone, elle se tendait. À chaque fois que je rentrais tard du travail, elle m'accueillait à la porte, avec une expression qu'on ne peut décrire, que comme une préparation à se défendre. Mais l'explosion n'a pas eu lieu. Je ramenais des jouets à Léo, je demandais à Céline comment s'était passée sa journée. Parfois, je proposais d'aller dîner au restaurant, tous les 3, comme une vraie famille. Environ 1 mois plus tard, elle s'est détendue. Elle a dû se dire, visiblement, que Léo avait sorti une bêtise à laquelle je n'avais pas prêté attention, ou que j'avais décidé de pardonner, ou bien, que je n'avais tout simplement rien compris. Les gens croient volontiers ce qu'ils ont envie de croire. C'est l'une des plus grandes faiblesses humaines. Je l'ai exploitée, avec soin, et sans aucun remords. La première étape, l'argent. Je ne me suis pas précipité, et je n'ai pas été cupide, car la cupidité laisse des traces. J'ai simplement, et méthodiquement, au cours de 8 semaines, transféré une grande partie de nos économies vers un compte personnel, ouvert bien avant notre mariage, par petites sommes, à des jours différents. Sans aucun schéma logique, qu'on pourrait facilement retracer, sur le plan juridique. C'étaient mes fonds personnels. J'ai consulté un avocat, à distance, par l'intermédiaire d'une connaissance, sans laisser de lien direct. L'avocat m'a confirmé, tout est propre. Ensuite, j'ai trouvé mon propre avocat. Pas ce conseiller familial, que Céline et moi avions consulté autrefois, pour le testament de sa mère. Non, un autre. Maître Arnaud Desroches, qu'on m'avait recommandé comme un homme dur, pointilleux, et absolument impitoyable, dans les affaires de partage des biens. On disait qu'il n'avait pas perdu un seul divorce, au cours des 7 dernières années. Nous nous sommes rencontrés, dans son cabinet, à l'autre bout de la ville, un mercredi à 13h. Pendant que Céline était au travail, je lui ai exposé la situation. Il m'a écouté en silence, il a pris des notes, et pas une seule fois, il n'a changé d'expression. Des enfants, a-t-il demandé. Un fils, 5 ans. Vous voulez en obtenir la garde? Oui. Alors, nous commençons à monter le dossier dès maintenant. C'est à partir de ce moment-là, que j'ai commencé à tenir un journal. Pas sur papier, mais en version électronique, cryptée, avec des copies de sauvegarde dans 2 endroits différents. Je notais tout. Quand Céline rentrait tard, quand elle était distraite, quand elle parlait au téléphone en chuchotant, ou qu'elle sortait sur le balcon. Je notais le nom des personnes de l'école maternelle, qui voyaient Léo. La maîtresse, Sophie, à qui j'ai commencé à téléphoner 1 fois par semaine, juste pour prendre des nouvelles de mon fils. J'allais le chercher moi-même, quand je rentrais de mission. Et, je m'attardais toujours un peu devant le portail, je parlais avec les autres parents, je tissais des liens. J'étais présent. Je devenais un père visible, attentionné, stable, et digne de confiance. Celui que j'étais déjà, au fond. Mais désormais, tout cela était consigné. Thomas a appelé de lui-même, au 43e jour. La voix enjouée et insouciante, du vieux copain. Salut mon vieux. Ça fait un bail, comment tu vas? Ça te dit, d'aller à la pêche ce week-end?
j'ai accepté sans hésiter, avec enthousiasme, même. Nous sommes restés assis au bord de l'eau, pendant 4 heures. Il parlait de son boulot, de son fils, du fait que Camille voulait aller à la mer cet été. J'opinais du chef, je riais quand il le fallait, je lui resservais de la bière. Je le regardais, je fixais son visage ouvert et suffisant, et je me disais qu'il ne ressentait même pas l'ombre d'une angoisse, ni la moindre goutte de culpabilité. 22 ans d'amitié, et il est là, assis en face de moi, à me parler de ses vacances à la mer. 3 semaines avant cette partie de pêche, j'avais transmis, de manière anonyme, des documents à la sécurité interne de son entreprise. Un grand promoteur immobilier de l'État. Des dossiers détaillés, des schémas, des chiffres, des dates. Depuis longtemps, Thomas utilisait les contrats de sous-traitance, pour ses intérêts personnels. De petits pots de vin discrets, qu'il croyait invisibles. J'étais au courant depuis 2 ans. Je m'étais tu, parce qu'il était mon ami. À présent, j'avais cessé de me taire. Silencieusement, sans donner mon nom, sans laisser de traces. Il a été convoqué, pour une enquête interne, 10 jours après notre sortie de pêche. Il a été licencié, 3 semaines plus tard. Le motif inscrit dans son dossier professionnel était si lourd, qu'il lui fermait les portes, de n'importe quelle grande entreprise du secteur. Je l'ai appris par hasard, grâce à une connaissance commune, et j'ai exprimé une compassion sincère. Quel coup dur, ai-je dit. Il va falloir que je l'appelle, pour le soutenir. Je ne l'ai jamais appelé. J'ai remis les papiers à Céline, un vendredi soir. Sans préambule, sans élever la voix. J'ai simplement posé le dossier sur la table de la cuisine, pendant que Léo regardait des dessins animés dans la pièce d'à côté. Et je lui ai dit, d'un ton neutre, presque doux. Tout est prêt, ici. Tu as le week-end, pour te trouver un avocat. Lundi, le mien lance la procédure officielle. Elle a fixé le dossier longuement, très longuement, puis elle a lentement levé les yeux vers moi. Et, pour la première fois en 3 mois, j'ai vu en elle une peur véritable. Pas cette crainte prudente, superficielle, avec laquelle elle vivait les premières semaines. Non, une autre peur. La terreur profonde d'une personne qui réalise, seulement à cet instant, que pendant tout ce temps, elle n'a pas vécu avec un mari naïf et trompé. Mais avec quelqu'un de totalement différent. Tu savais, a-t-elle murmuré. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Depuis un bon moment, ai-je répondu. Attends, il faut qu'on parle. Je peux tout expliquer. Les explications, ce sera pour le juge, ai-je coupé calmement. Léo vient avec moi. Je suis sorti de la cuisine, je suis entré dans la chambre de mon fils, et je me suis assis près de lui, sur le canapé. Les petits personnages animés couraient sur l'écran. Léo s'est blotti contre mon épaule. Il était chaud, plein de vie, et il ne comprenait rien à ce qui se passait. Je l'ai serré dans mes bras, et, pour la première fois depuis 3 mois, j'ai eu l'impression de respirer normalement. Le procès a duré 4 mois. Ce fut long, et laid. Il n'y a eu aucun final dramatique dans la salle d'audience. Aucun moment où le juge frappe avec son marteau, pour que la justice triomphe sous les applaudissements. Ce ne furent que des piles de papier, des audiences, des requêtes, des reports, et encore des papiers. Une machine grise et méthodique, qui broie les vies humaines, avec l'indifférence d'une presse industrielle. Mais Maître Desroches savait parfaitement comment utiliser cette machine. Céline avait engagé un avocat. Un homme jeune, plein d'énergie, qui faisait de beaux discours, et affichait une attitude très sûre d'elle. Il tablait manifestement sur un scénario classique, le partage des biens à parts égales, la garde partagée, et la pension alimentaire. Cela aurait été raisonnable, cela aurait été juste, dans une situation ordinaire. Mais Maître Desroches a démonté, de façon méthodique, sans aucune émotion ni mot superflu, chacun de ses arguments. Exactement comme un horloger expérimenté démonte une montre bon marché, en étalant les pièces sur la table, une par une. Les biens matériels ? Mon compte personnel, ouvert avant le mariage, n'était pas soumis au partage. Les preuves documentaires étaient impeccables. L'appartement, lui, s'est avéré être enregistré selon des clauses que Céline, à l'époque, avait signées sans les lire. Je me souvenais de ce moment. Je me rappelais comment elle avait fait un geste de la main, en me disant « Débrouille-toi avec ces papiers ».
Je m'étais débrouillé. À l'époque, je ne pensais pas que cela me servirait un jour. La vie adore l'ironie amère. Léo. C'est là que tout se jouait, véritablement. Céline voulait son fils. Je le comprenais, et je n'en doutais absolument pas. Elle l'aimait. Elle n'était pas une mauvaise mère. Mais, l'amour et la stabilité, ce sont deux choses bien différentes. Et c'est justement la stabilité que le juge évalue en priorité. Au cours de mes 3 mois de préparation silencieuse, j'avais bâti autour de Léo toute une architecture de témoignages. La maîtresse, Sophie, a expliqué au juge que le père venait chercher l'enfant régulièrement, qu'il s'intéressait à son développement, et connaissait les noms de tous ses copains. La pédiatre a confirmé que, pour les visites de routine des 6 derniers mois, le père s'était présenté plus souvent que la mère. 2 voisins de palier, sans la moindre pression de ma part, j'avais simplement toujours été poli et humain avec eux, ont témoigné. Ils m'ont décrit comme un parent attentif, et très présent. De petites briques. Je les avais empilées pendant des mois, sans savoir avec certitude si elles me serviraient un jour. Elles m'ont servi. Léo est resté avec moi. Céline a obtenu un droit de visite. Des rencontres régulières, encadrées, dans un rythme normal. Je n'ai pas essayé de l'effacer de sa vie. Cela aurait été une cruauté envers mon fils, et non envers elle. Et je faisais très clairement la différence. La vengeance, c'est une chose, mais l'enfant, en est une toute autre. Quant à Thomas, j'avais de ses nouvelles par nos connaissances communes. Sans poser de questions directes, juste en écoutant. Pendant 6 mois, il a cherché du travail dans la région. Désormais, son nom, dans le milieu professionnel, était associé à une affaire peu reluisante. Et les portes se fermaient, en silence, sans aucune explication. C'est toujours ainsi, quand une réputation est déjà entachée. Camille a demandé le divorce, avant même que ma propre procédure judiciaire ne soit terminée. Elle ne l'a pas appris par moi. Je n'ai pas passé un seul appel, je n'ai envoyé aucun message dans sa direction. La vérité finit toujours par trouver son chemin, si on ne l'empêche pas d'avancer. Au bout du compte, Thomas a quitté la ville. J'ai entendu dire qu'il était parti dans l'Est, pour travailler sur un chantier isolé, comme simple chef d'équipe. Cet homme, qui se croyait si intelligent, si prudent, est totalement invulnérable. Je n'ai ressenti aucun triomphe, lorsque je l'ai appris. Et voilà ce qui m'a surpris, l'absence totale de cette satisfaction aiguë, brûlante, que je m'attendais probablement à ressentir. Enfin, aucun soulagement. Juste un vide silencieux, presque stérile, à l'endroit précis où, autrefois, habitait la confiance. Comme une maison après un incendie, les murs tiennent encore debout, mais à l'intérieur, tout a brûlé jusqu'aux cendres, et même l'odeur de la fumée s'est évaporée. J'y ai repensé, une nuit, alors que j'étais assis dans la cuisine, avec un thé qui refroidissait. Je me demandais si j'avais bien agi. Pas sur le plan légal, mais sur le plan humain. Je n'avais frappé personne physiquement, je n'avais pas menti au tribunal, je n'avais pas détruit d'innocents. J'avais simplement arrêté de protéger des personnes, qui ne méritaient plus ma protection. Et j'avais utilisé le temps à mon avantage, d'une manière qu'ils n'attendaient pas. Était-ce une vengeance? Sûrement. Était-elle juste? Je ne connais toujours pas la réponse à cette question. Et, c'est peut-être mieux ainsi. Un homme, qui est absolument convaincu de la justesse de sa vengeance, est probablement un homme qui ne réfléchit pas assez profondément. Mais je pensais aussi à autre chose. Au fait que la douleur n'avait pas disparu. Elle avait changé de forme, elle n'était plus vive, ni tranchante. Elle était devenue sourde, un bruit de fond, comme une vieille blessure articulaire, qui se réveille par temps froid. 22 ans d'amitié, 8 ans de mariage. Ce ne sont pas que des mots. C'est un énorme morceau de vie, qu'il fallait maintenant réévaluer. Qu'il fallait trier à nouveau, comme on trie des archives, dans lesquelles se seraient glissés les documents de quelqu'un d'autre. Quel souvenir était vrai? Quand exactement a commencé ce que je ne voyais pas? Ces questions venaient la nuit, et ne repartaient pas toujours au petit matin. Je n'ai pas trouvé de réponse, et je n'en trouverai sans doute jamais. Et, à un certain moment, j'ai arrêté de chercher. Non pas par résignation. Mais parce que j'ai compris une chose très simple. Le passé a déjà eu lieu. Il ne changera pas, peu importe le nombre de nuits, que je passerai à l'analyser. Par contre,
le présent. Le présent se déroule là, tout de suite, à chaque minute, et il exige que je sois là. Le présent, il ressemblait à ceci, un samedi matin, le soleil à la fenêtre de la cuisine, l'odeur des œufs sur le plat, et le bruit des petits pas dans le couloir. La course effrénée, joyeuse et insouciante, d'un petit bonhomme de 5 ans, qui a toute sa journée devant lui, et aucun souci au monde. Léo a fait irruption dans la cuisine, a grimpé sur sa chaise, et a fixé la poêle, avec l'air d'un expert très sérieux. « Papa, je peux avoir du ketchup ?»« Tu peux, » ai-je dit. Il a hoché la tête avec satisfaction, comme si nous venions de signer un contrat crucial. Ensuite, il m'a regardé bien en face. Ouvertement, avec cette confiance enfantine et absolue, qui ne se mérite pas. Qu'on a seulement le devoir de ne pas trahir. « Papa, aujourd'hui c'est la fête à l'école. Tu vas venir ?» J'ai posé la poêle, je me suis retourné, et je l'ai regardé. J'ai regardé ce petit bonhomme, avec son épi sur la tête, et sa bouteille de ketchup, qu'il avait déjà réussi à ouvrir d'une manière ou d'une autre, en renversant un peu sur la table. L'être humain, pour lequel tout cela avait un sens. Pas pour la vengeance, pas pour la justice, mais pour lui. « Je viendrai, » ai-je dit, « je viendrai, c'est promis. » Et c'était la seule vérité qui comptait. Peu importe ce qui s'était passé, peu importe comment tout cela s'était terminé. Ce qui comptait, c'était cette poêle, ce ketchup, ce soleil à la fenêtre. Et ce petit bonhomme, qui te regarde, comme si tu étais son monde entier. C'est peut-être ça, au fond, la véritable victoire. Pas celle qui se voit de l'extérieur. Mais celle que l'on ressent à l'intérieur. En silence, sans fanfare, autour d'un petit déjeuner le samedi matin. Quand la vie, enfin, redevient simplement la vie.